Alors pourquoi la gastronomie? Ça correspond à la fois à une, bon, pour ceux qui me connaissent un peu, à une passion personnelle, puisque j'ai une vocation de cuisinier rentré, qu'on m'a empêché d'être cuisinier quand j'étais petit, et donc j'en souffre toujours beaucoup, mais que j'ai toujours essayé de m'intéresser à cet aspect de la culture française, et que Caval qui est là le sait, que ma façon de faire de la géographie est plus une façon, comment dire, ancrée dans la matière et dans le concret, que donc, de s'intéresser au paysage, à la gastronomie, à un certain nombre de choses qui se mangent et qui se boivent aussi, au vin, que dans la réflexion épistémologique que j'admire beaucoup, mais qui n'est pas ma vocation et mon charisme. Donc je pense que dans le métier de chercheur et d'universitaire, qui est un métier difficile, il faut faire des choses qu'on aime et qu'on a envie de faire, et ne pas forcer son talent dans des domaines qui, pour une raison ou pour une autre, sont peut-être très prisés, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on sait faire. Et j'ai travaillé essentiellement sur l'alimentation, la gastronomie, les restaurants, et sur le vin, qui sont mes vrais centres d'intérêt. Et puis je ne le regrette pas, parce que je viens de passer, maintenant depuis que je suis professeur, donc ça fait plus de 30 ans, 30 ans, très agréable, et en mariant à la fois le travail, la transmission et le plaisir. Alors la deuxième raison de cet atlas, c'est aussi que, alors, dans la foulée de ces recherches que j'évoque, j'ai eu contact avec beaucoup d'historiens, de sociologues, anthropologues travaillant sur la gastronomie. On a créé en 2000 un réseau de chercheurs européens qui s'appelle l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, qui a son siège à Tours et qui est rattaché à l'Université de Tours, avec des chercheurs permanents, mais beaucoup qui fédèrent des recherches de l'Europe entière, donc est un réseau passionnant, avec uniquement des gens passionnés. Et on a beaucoup d'occasions de se rencontrer. Et alors, en 2006, au sein de ce réseau, a germé l'idée que, puisque la France avait signé la convention UNESCO pour le patrimoine immatériel, qui est une création récente à l'UNESCO, vous avez le patrimoine mondial, naturel et culturel, avec la cathédrale de Chartres, les chutes du Niagara, etc. Et vous avez le patrimoine immatériel, qui est une nouvelle catégorie du début du XXe siècle, inventée d'ailleurs par un japonais, Matsura, qui était directeur général de l'UNESCO. Et donc on s'est dit, au sein de ce réseau d'IEHCA, il faut faire entrer la gastronomie au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est-à-dire, ce n'est pas les objets gastronomiques, ce n'est pas le pied de cochon et la tête de veau, c'est le savoir-faire et ce que ça représente pour les Français. Puisque les Français, d'une part, sont l'un des peuples de la Terre, avec les Chinois et quelques autres, les Japonais par exemple, il y en a d'autres aussi, les Italiens, les Mexicains, qui se passionnent pour la bonne chair et le bon vin, qui se passionnent pour son alimentation, qui est très fier, parfois très arrogant, en pensant qu'il a la meilleure cuisine au monde. Ça, c'est un petit défaut qu'on trouve dans d'autres domaines français. Et malheureusement, les Français font de moins en moins la cuisine. Ils vont au supermarché, ils achètent des surgelés chez Picard, ils mettent ça au micro-ondes, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ce qui n'est pas vrai. On a toujours le temps de faire la cuisine, même quand on travaille beaucoup. Un véritable art culinaire, hérité des mères, des grands-mères, etc., transmis, ou des chefs de génération en génération par l'apprentissage, les meilleurs ouvriers de France, le Tour de France, etc., et qui se transmettait de génération en génération. Or, il y a eu, dans les années 60-70, pour ceux d'entre vous qui sont de ma génération, vous l'avez vécu, il y a eu une espèce d'abandon avec le prétexte qu'on n'a pas le temps de faire la cuisine, ce qui est totalement faux. Donc, le but de cette demande faite à l'UNESCO, de classer le repas gastronomique français, c'était de tirer un peu la sonnette d'alarme, bon, d'abord de dire à la face du monde, un élément important de l'identité française, c'est la bonne chair et le bon vin. Les Français continuent encore aujourd'hui beaucoup à le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent toujours, même sans faire la cuisine. Par exemple, le vin, nous étions de bons consommateurs, 150 litres à la Première Guerre mondiale, 100 litres encore dans les années 1950 par personne et par an. Aujourd'hui, nous sommes tristement à 42 litres. Nous a incité à demander à l'UNESCO de reconnaître la gastronomie. Ça n'a pas été très simple parce qu'on a créé une association que je préside toujours, qui s'appelle la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Et puis, une association n'a pas le droit de déposer un dossier à l'UNESCO, on doit passer, c'est l'État qui dépose un dossier. Et alors, on est tombé sur un mur à l'UNESCO qui a dit, il n'en est pas question, des rituels religieux de peuples d'Indonésie ou d'Afrique, très bien, des danses folkloriques parfaites,
des gestes artistiques ou du théâtre comme le no, le kabuki qui sont rentrés au patrimoine de l'UNESCO, parfait, mais la gastronomie, c'est pas de la culture. Il n'est pas question. Donc on s'est battu beaucoup auprès des experts de l'UNESCO, et puis il a fallu tout un travail diplomatique de notre ambassadeur auprès de l'UNESCO, il y en a eu plusieurs au cours de cette aventure, pour convaincre l'UNESCO que la gastronomie, ça fait partie de la culture, que le vin est une boisson culturelle, que la bonne chair, le saucisson, au fil des années, ça s'est transformé en le repas gastronomique des Français, c'est-à-dire le rituel du repas de fête, aussi bien dans un milieu populaire pour un repas d'anniversaire, le repas de Noël, un repas de mariage, où on a l'apéritif avec amuse-bouche, entrée froide, entrée chaude, plat principal, éventuellement au pluriel, plat en sauce puis rôti, fromage, dessert, avec un vin différent avec chaque plat, puis café, pousse café et sieste. Donc, et surtout, la conversation autour des plats. Parce qu'une des spécificités françaises, par exemple par rapport aux Japonais qui sont très gourmets, mais qui sont un peu comme les anglo-saxons qui ne parlent pas volontiers de ce qu'ils mangent, c'est que nous en France, comme disait, c'est pas vrai, il l'a jamais dit, mais ça ne fait rien, Talleyrand a Fouché quand il a avalé son verre de cognac, non monsieur, pas comme ça. Un verre de ce cognac, on le prend, bah, pardon, j'en ai en main, on le prend, on le mire, on le hume, et après Fouché lui dit, bah, après on le boit. Non monsieur, on le pose et on en parle. C'est le grand art français, et Talleyrand pouvait, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, organiser des dîners entiers chez lui, au cours desquels il ne parlait que de gastronomie, il ne parlait pas du tout de diplomatie, ni de politique, ni de rien, et il faisait parler ses invités qui ne voyaient pas malice à ça, et qui en réalité se livraient complètement, parce que quand vous parlez d'un bon vin ou d'un plat que vous avez aimé, vous faites part de vos sentiments. Et en fait, c'est un très très bon moyen d'entrer dans la vie des gens. Partager le pain, le sel et le vin, c'est un très bon moyen de les connaître mieux et de réconcilier les ennemis parfois. Vient de paraître un livre de Stefanini sur la diplomatie et la gastronomie, qui est un superbe ouvrage, ça dure en France depuis le Moyen-Âge. Alors j'en viens maintenant à l'Atlas. La France s'est engagée auprès de l'UNESCO à mieux étudier son patrimoine gastronomique. C'est un des engagements. Il y a aussi les 4 cités de la gastronomie qui vont voir le jour. Il y en a une qui est déjà émergée, celle de Tours. Il y aura bientôt Dijon, Lyon et Paris et Rungis. Mais un des engagements pris par la France auprès de l'UNESCO, c'était d'étudier de manière scientifique et intellectuelle un peu mieux ce patrimoine gastronomique français. Il y avait eu dans les années 90 l'initiative de Jacques Lang, un centre national des arts culinaires que certains d'entre vous connaissent peut-être, avec Alexandre Lazarev comme directeur, rattaché au ministère de la Culture, et qui avait préparé un inventaire des richesses gastronomiques de la France en 24 volumes, qui est paru chez Albin Michel, qui est un ouvrage remarquable. Et puis, après, ce CNAC a disparu, et plus personne ne s'est occupé vraiment, en dehors du centre de Tours, d'étudier de manière approfondie le patrimoine gastronomique. Et surtout, cet inventaire en 24 volumes est extrêmement austère, il n'y a pas une photo et il n'y a pas une carte. Donc d'où l'idée de mettre cet inventaire et bien d'autres sources, c'est une des sources de l'Atlas, de mettre cet inventaire en carte et en photo, sous une forme aussi attrayante que possible. Il y a une telle, ça foisonne tellement du côté de la gastronomie et des vins en France, que dans 160 pages, on ne peut pas tout mettre. Donc c'est un choix. Il y a du texte aussi pour essayer de comprendre la personnalité de chaque période pour la partie historique, de chaque famille de produits pour la deuxième partie qui est consacrée aux grands produits, donc les légumes, les fruits, les vins, les viandes, les charcuteries, les pâtisseries, etc. Et puis la troisième partie qui est la plus importante, c'est la partie régionale, dans laquelle il y a entre 4 et 6 pages, 4 ou 6 pages, il y a peut-être 8, non, c'est 4 ou 6 pages pour chaque région. Ce ne sont pas les régions administratives actuelles, certaines le sont, comme la Bretagne, ou l'Alsace. Non, l'Alsace n'est plus, d'ailleurs, l'Alsace a été mariée de force avec la Champagne et avec la Lorraine, mais ce sont les régions qui nous sont apparues comme ayant une vraie personnalité gastronomique. C'est vrai que la Champagne et l'Alsace n'ont pas du tout la même cuisine, la même gastronomie, donc faire respecter le découpage administratif n'aurait plus aucun sens. D'où ce choix. Il y a les Pays Lyonnais, ça ne veut rien dire, les Pays Lyonnais c'est Lyon et ses terroirs des environs, qui étaient quand même les plus beaux creusets gastronomiques de France, grâce à la ville de Lyon. C'est en fait le marché
comme Roger Dion l'avait montré pour le vin, c'est le marché de consommation qui fait la production gastronomique. Par exemple, à Lyon, je donne un exemple, s'il n'y avait pas eu Lyon, jamais il y aurait eu ce qu'on appelle les marrons de Lyon, c'est-à-dire la production en Ardèche de très très belles châtaignes, grosses, issues de la sélection des arbres et de châtaignes non cloisonnées à l'intérieur, permettant de réaliser ce produit prodigieux qu'est le marron glacé. Quand il est bien fait, c'est merveilleux. Une fabrication qui est d'origine italienne, sans aucun doute, mais dont Lyon est devenue la capitale. Et sans Lyon, il n'y aurait pas eu cette production de très beaux marrons demandée par les confiseurs lyonnais, etc. Et tous les produits, c'est comme ça, c'est la ville, c'est le marché qui fait le produit de qualité. S'il n'y avait pas eu la cour royale à la fin du XVIIIe siècle, jamais il y aurait eu le pâté de foie gras de Strasbourg. Il n'y avait pas un marché suffisant pour faire ces foie gras, originaires de la cuisine juive traditionnelle d'Alsace, magnifiés par un cuisinier à la fin du XVIIIe siècle du gouverneur d'Alsace, et puis demandés à la cour à Versailles par Louis XVI, et après dans l'Europe entière. Quand le tsar de Russie déjeune au café anglais, pas très loin d'ici, sur le boulevard des Italiens, dîne plutôt, avec, donc c'est le tsar Alexandre II, avec son fils, le tsarevitch, avec Guillaume Ier et Bismarck, ça s'appelle le dîner des trois empereurs, ça se passe au mois de juin, c'est pendant l'exposition universelle de 1867, et le tsar demande à Claudius Burdel, qui est le directeur de salle, mais monsieur, vous ne nous servez pas de foie gras de Strasbourg. Et on lui répond, ben non, au mois de juin, il n'y a pas de foie gras. Et l'hiver suivant, Burdel envoie des émissaires jusqu'à Tsarskoye Selo, près de Saint-Pétersbourg, pour apporter au tsar du foie gras, ce qui est un moyen aussi d'entretenir sa clientèle, hein, de fidéliser sa clientèle. Mais voilà, c'est sans ces gourmets éclairés, français ou étrangers, jamais un certain nombre de produits ne seraient nés. Les vins, c'est comme ça Roger Dion l'a très très bien montré, mais ça continue à être vrai. Aujourd'hui, si certains vins émergent, c'est parce qu'il y a une clientèle, c'est parce que les gens sont fascinés. Mais comme le dit Anne-Sophie, au fil des éditions, on va le perfectionner, on ajoutera des pages, peut-être on le doublera, le volume. Voilà.